Bonjour, chers amis. Depuis 10 ans, nous parcourons, quand je dis nous, il s'agit d'un groupe d'ingénieurs, mais aussi de personnes mobilisées au sein de la plateforme Terre Afrique. Nous parcourons 10 pays à travers les zones rurales profondes, rurales périurbaines ou urbaines. Nous parcourons donc 10 pays d'Afrique depuis 10 ans, avec l'idée de dire, après une étude faite en 2009, que le bien-être du subsaharien est un rapport étroit à la Terre. À partir de ce moment-là, il faut peut-être essayer de comprendre quelle est cette Terre et qu'est-ce qu'elle représente et qu'est-ce qu'elle renvoie dans l'imaginaire et les représentations sociales qu'on peut trouver sur le terrain en Afrique subsaharienne. Mais avant toute chose, voici une série de vidéos qui va reprendre les éléments que nous avons plus ou moins diffusés durant toutes nos actions sur le terrain, mais on va cibler plus particulièrement sur cette notion de terre. Alors, bien sûr, on parle de terre, cela peut constituer cette écorce sur laquelle nous marchons, mais cela peut constituer également une projection d'un lieu de vie, une projection d'un endroit où nous nous trouvons en tant qu'humains, mais cela peut aussi projeter un héritage, peut-être aussi une propriété pour ceux qui ont des terres, mais ça peut être tout simplement, et c'est sur ce point que j'aimerais insister ici en ce moment, il s'agit peut-être d'un outil de travail qui permet simplement à l'humain de pouvoir développer et reproduire ses moyens d'existence et sa vie. Si je prends cette option ou ce parti pris, eh bien, c'est parce que nous avons justement euh, des constats qui sont clairs. L'agriculture africaine peut absorber 60 à 80% du manque d'emploi sur le continent. Nous savons également que à 55%, et on va bientôt passer à 70%, la population subsaharienne va être jeune, c'est-à-dire moins de 30 ans. Cela représente une force de travail énorme. Alors, peut-on être sur une terre TE2RE en capacité de nourrir les populations et souffrir de malnutrition ou d'asservissement alimentaire? Ça, c'est la vraie question. Lorsque nous avons fait cette recherche, cette enquête en 2009, il a été question de regarder de plus près quel est ce rapport qu'a le subsaharien à sa terre. Terre-mère, terre qui nourrit, terre qui abrite, mais terre aussi qui ensevelit. Ça, c'est en lien avec la partie ontologique des croyances africaines. Mais alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette petite vidéo, c'est de repartir de la base. Si nous voulons orchestrer le retour massif des jeunes vers la Terre, il vaut mieux peut-être mettre en place des cadres nécessaires qui leur permettent de comprendre de quoi il est question, puisqu'il y a eu une rupture dans le transfert des connaissances et des savoirs anciens pour ce qui concerne l'agriculture et le travail de la terre. On sait aussi qu'il faut mettre en place des systèmes de compréhension, mais aussi de coopération entre les jeunes qui veulent retourner à la terre pour qu'ils se sentent à l'aise. Il faut enfin pouvoir mettre en place des montages financiers et des fonctionnements qui permettent aux personnes qui retournent à la terre, aux jeunes qui retournent à la terre, de pouvoir en vivre, de construire leur propre vie et leurs propres moyens de reproduction de l'existence sur la terre. Et donc, je m'en vais donc vous dire que nous allons prendre quelques minutes maintenant pour parler des sols. C'est à ces jeunes-là qui retournent à la terre que je m'adresse. Il est bon de comprendre de base ce qu'est un sol, de quoi se constitue ou se compose-t-il, et pourquoi la vie se développe sur un sol, pourquoi à un moment donné ce sol devient improductif ou peu productif. Que peut-on faire dans ces cas-là? Et aujourd'hui, quelles sont les menaces que les sols agricoles aujourd'hui ont sur le territoire subsaharien? Voilà autant de choses qui peuvent venir à l'esprit lorsqu'on parle des sols et lorsqu'on en parle aux jeunes qui veulent retourner à la terre. Alors,
Avant toute chose, ce qu'il faut dire, c'est que le sol, à lui tout seul, est un lieu qui est vivant. C'est un endroit où on peut retrouver une faune complète, toute une vie organisée et structurée dans le sol, peut-être plus si ce n'est autant organisé que tout ce qui se passe en surface. Donc, dans le sol, on a une faune. Dans le sol, on a des interactions, on a des échanges, on a du vivant qui se déploie, du plus petit, c'est-à-dire un protiste unicellulaire, jusqu'à la taupe qui vit dans la terre aussi, qui creuse et qui vit dans le sol. Alors, donc, du très très petit, du très minime, jusqu'au plus gros étant la taupe et quelques types de rongeurs qui peuvent être dans le sol, comme je disais tout à l'heure. Eh bien, au moyen de nombreuses études, ce qu'on va arriver à faire ici dans cette petite vidéo en quelques minutes, c'est de rassembler quelques éléments, de vous donner quelques éléments qui vous permettent de voir quelles ont été les problématiques liées au sol, mais c'est quoi un sol, comment il se forme et pourquoi est-ce qu'il est très important de comprendre, de comprendre cela. Alors, quand on parle du sol, il s'agit de cette infime pellicule qui recouvre les roches sur la surface de notre planète. Alors, les roches, ils se sont entreposées, c'est le fruit de millénaires de dégradation des roches et de leur colonisation progressive au fil du temps que le vivant s'est installé. Et quand on parle du vivant, on parle du vivant dans son ensemble, parce que on ne parle pas ici que du vivant humain, il s'agit des vivants autres qu'humains, c'est peut-être des protistes unicellulaires, comme je disais plus haut. Donc, au fur et à mesure que ces vivants se développent, eh bien, ces roches qui sont en dégradation de la surface jusque vers la roche-mère, eh bien, accueillent et assurent le support de la nutrition, végétation, stockage, carbone, stockage du carbone et la filtration et même le stockage de l'eau. Alors, euh, en fait, ce qui se passe sous terre, il s'agit ici en fait d'un système complexe et équilibré qui perdure et s'autosuffit. Les éléments de départ sont le minéral, la roche, l'air, l'eau qui alimentent les plantes. Celles-ci produisent la matière organique, nourriture de bon nombre d'organismes vivants. Donc, telle une savane microscopique en dessous, dans ce sol que nous piétinons, eh bien, cette faune comporte des herbivores, des prédateurs, des charognards. Il y a toutes les catégories qui sont représentées dans la faune en sol. Alors, la régulation et l'équilibre des populations s'établissent de cette manière-là, un peu comme dans la vie en surface. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette population est très dépendante du milieu qui l'abrite. Alors, selon les conditions climatiques, les pratiques culturelles qu'on peut avoir sur le sol, eh bien, on va pouvoir atteindre le maximum d'un sol vivant ou alors le minimum de celui-ci. Alors, cet écosystème parvient donc à se régénérer en permanence et est responsable de nombreuses fonctions qui vont permettre du coup qu'il y ait une vie en surface. Donc, ce qu'on peut également dire sur les sols, c'est que non seulement c'est une grande réserve en matière minérale ou matière minérale et organique, mais c'est surtout un support pour les êtres vivants, un régulateur de flux et des échanges de matière, un lieu de transformation. Un lieu de transformation de la matière organique et un épurateur des substances toxiques. Dans le sol, nous avons des fonctions qui nous permettent du coup de rendre vivant tout ce qui peut se passer autour. C'est dans ces conditions que nous avons donc un écosystème qui va faire advenir la plante et quand la plante se développe, elle donne aussi la possibilité à les nutriments nécessaires pour que cet écosystème puisse se développer. Donc ça fait un service rendu. Donc le bon fonctionnement biologique du sol réunit dans toutes les interactions entre les milieux organiques vivants de ce milieu-là. Et donc, ce qu'on peut dire à la fin de cette vidéo, c'est que le sol est un milieu complexe. C'est un endroit où une grande faune se meut et travaille de concert, en cohérence, pour que la vie ait lieu.